là, c'est notre troisième conférence de cette année, pour cette troisième année d'activité de l'Académie catholique du Val-de-Seine. Merci à vous tous de venir, parce que, en fait, cette académie et ces conférences peuvent se tenir grâce surtout à votre fidélité, sur laquelle nous comptons beaucoup. Ce soir, on va aborder la question des droits de l'homme, et nous recevons pour cela Madame Valentine Zuber. Vous êtes sociologue et historienne, agrégée et docteur en histoire. Vous êtes directrice d'études à l'École pratique des hautes études, c'est-à-dire à la Sorbonne, et vous occupez la chaire de religion et relations internationales. Vous avez fait des travaux sur l'histoire des droits de l'homme et des relations entre les églises et les États à l'époque contemporaine. Je voudrais mentionner votre thèse sur Michel Servet, qui rétablit le rôle exact de Calvin, qui a été quand même injustement accusé dans cette affaire. Vous avez écrit un livre qui a pour titre « Le culte des droits de l'homme » aux éditions Gallimard, que je vous conseille. Ce livre est un parcours qui montre la formation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En lisant ce livre, ce qui m'a frappé, c'est le vocabulaire qui est quand même largement emprunté au langage religieux. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une critique qui a été formulée par Michel Foucault, qui dénonce un peu les droits de l'homme, enfin la déclaration, comme devenant liturgique. C'est-à-dire, les droits de l'homme ont leurs prêtres, leurs cérémonies, leurs rites, leurs turiféraires, etc. Alors, quelque temps après, heureusement, j'ai découvert ce livre qui a pour titre précisément « L'origine religieuse des droits de l'homme ». Et ce livre est une tentative de compréhension des droits de l'homme dans les mondes catholiques et protestants essentiellement. Voilà. Eh bien, voilà, je vais vous laisser le micro. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Merci pour cette présentation et pour effectivement le deuxième livre que vous avez présenté tout récent, puisqu'il est sorti en novembre. Donc c'est un peu les débuts de ce livre. Mais selon votre demande faite il y a quelques mois, je n'aborderai que très peu les thématiques de ce second ouvrage, même si évidemment dans la discussion cela peut toujours entrer en ligne de compte, puisque je remarque que l'adjectif qui est accolé, on n'entend pas ? Il faut rapprocher encore, comme ça, c'est mieux ? Ah bon. Oui, puisque votre académie porte le qualificatif de catholique, et donc je pense que cela ne vous est pas indifférent aussi de savoir quel rôle a pu jouer l'Église catholique dans la promotion des droits de l'homme après les avoir, en tout cas les droits de l'homme à la française, les avoir condamnés énergiquement pendant un assez grand nombre d'années. Mais c'est l'objet du livre et ce n'est pas tout à fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc la commande, si je puis dire, à laquelle je vais essayer de répondre. Et évidemment, vous verrez bien que je n'ai pas une réponse absolue, parce qu'elle appartient à chacun et certainement pas à moi en tant qu'historienne. Je ne prédis pas l'avenir, mais le titre choisi pour la rencontre de ce soir, c'est « L'avenir des droits de l'homme à la lumière de leur histoire ». Et le sous-titre que je n'aurais pas choisi, mais qui est, je trouve, très judicieux, s'appelle « Sacralisation et religion civile ». Et effectivement, c'est sur le processus de sacralisation des droits de l'homme que j'ai d'abord beaucoup travaillé, remarquant, comme M. Brunier-Coulin, que le vocabulaire employé à propos des droits de l'homme, dès leur élaboration à la fin du XVIIIe siècle, prenait beaucoup au sacré.
hein, au registre du sacré. Et en fait, l'enquête s'est déroulée, je vous donne ensuite je vous donnerai les conclusions, mais mon enquête s'est déroulée à partir même de tout ce qui était écrit dès les premiers mois de la Révolution française au sujet de la Déclaration des droits, et celle qui va être retenue, celle de 1700, connue sous le nom de Déclaration de 1789, qui en fait date de 1791. Enfin bon, on ne va pas chipoter sur les dates, mais j'ai lu toute la littérature possible, en tout cas un certain nombre, de ce qui pouvait être écrit à propos des droits de l'homme et à propos de la promotion de cette déclaration des droits tout au long des 2 siècles d'histoire politique française que j'ai suivi donc jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, évidemment, dans un chapitre plus conclusif, je me suis intéressée, et je m'intéresse maintenant de manière beaucoup plus précise, à la 2e génération des droits de l'homme, enfin la génération plus contemporaine, celle qui débute avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est signée à Paris le 10 décembre 1948, donc on va bientôt fêter le 70e anniversaire de cette déclaration universelle, et j'ai appliqué la même grille de lecture à cette déclaration des droits, évidemment mondiale, et là plus seulement française. Donc je vous propose un parcours en 2 temps, un premier plus spécifiquement axé sur ce texte extrêmement unique et sacralisé et devenu sacré qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Puis dans un 2e temps, j'aborderai la Déclaration universelle des droits de l'homme et les critiques qui ont pu contester la sacralisation de cette déclaration universelle tout au long de la fin du XXe siècle. Donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est unique tout en étant plurielle, puisqu'elle a été rédigée en une toute petite semaine. D'ailleurs, rien que le fait que ce soit une semaine de rédaction donne aussi un signe de sa sacralité. C'est comme l'œuvre de Dieu. Là, c'est l'œuvre de l'Assemblée constituante en toute petite semaine. Et elle a posé un pilier politique, un projet politique élaboré sous une monarchie constitutionnelle et qui va devenir le projet politique des républicains. Elle est devenue très rapidement, dès sa promulgation, donc en 1791, puisque elle constitue le préambule de la Constitution de 1791, elle est considérée dès 1791 comme un texte sacré, et on sent tout de suite ce début de vénération qui commence, de vénération politique qui commence, à la parole du président de l'Assemblée nationale de l'époque, Touré, qui dit la déclaration n'est pas terminée, il aurait manqué encore des articles, mais l'Assemblée n'a pas jugé bon de s'y remettre, et elle reste parce qu'elle est déjà sacrée. Et pourquoi elle est sacrée, ajoute-t-il? Parce que les enfants apprennent à lire dedans. Et c'est effectivement par l'intermédiaire de catéchismes révolutionnaires, qui sont des décalques laïcisés des catéchismes traditionnels qui ont été imprimés très rapidement dans les premiers mois de la Révolution française, que dans ces catéchismes révolutionnaires deviennent des manuels de littérature. On a même trouvé des catéchismes révolutionnaires dont les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen étaient séparés par syllabes pour que les enfants puissent apprendre à lire dans cette déclaration. Donc on a donné dès les premiers temps de la Révolution française une vocation pédagogique, une vocation d'éducation civique, mais d'éducation aussi morale et d'éducation politique à ce texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par ailleurs, cette déclaration, qui est une déclaration qui a beaucoup à voir avec les déclarations américaines précédentes,
même si cette paternité a été discutée tout au long du XIXe siècle et qu'à la fin, elle a été plutôt niée par les hommes politiques français qui ne voulaient pas dépendre de l'exemple américain. Mais bon, cette filiation américaine existe, elle est malgré tout tout à fait évidente. Il n'empêche que la déclaration, et c'est ce que soulignent les auteurs français, pour en se réjouir de sa plus grande portée, la plus grande portée de la déclaration française, elle est écrite pour l'humanité, elle est écrite pour tous les hommes de quelque pays et de nation qu'ils soient. Donc, plus courte que les déclarations américaines, plus abstraite, elle apparaît en tout cas aux hommes de la fin du XVIIIe siècle et puis aux hommes du XIXe suivant et aux républicains qui vont se faire les passeurs de cette déclaration tout au long des âges et des différentes modalités du régime républicain, eh bien, un véritable credo. Un credo républicain, le terme est employé de manière tout à fait, je vous ai parlé de catéchisme, maintenant on parle de credo républicain, et il fait partie, si vous voulez, de la culture républicaine qui doit être commune à tous. Ainsi, sous la Révolution française, dès 1791, on érige des hôtels de la patrie au centre des villages, et qu'est-ce qu'on trouve sur ces hôtels de la patrie? Le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est là qu'ont lieu les rassemblements citoyens. Et on parle d'hôtel, ça n'est pas, encore une fois, un terme religieux qui est appliqué là. Évidemment, vous connaissez tous la gravure de Le Barbier qui représente cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et vous avez tous remarqué, c'en est une, c'est la plus connue, mais ça n'est pas la seule, il y en a de multiples, mais elles sont pratiquement toutes composées de la même façon, c'est-à-dire avec deux grandes stèles qui prennent la forme le plus souvent des tables de la loi, avec une symbolique et des allégories qui ne sont évidemment pas chrétiennes, mais qui miment un peu la symbolique chrétienne, et avec très souvent, enfin en tout cas dans les premiers temps, le triangle qui représente l'être suprême, avec l'œil qui est une symbolique, là en revanche chrétienne, tout à fait reconnue, en tout cas au XVIIIe siècle. Donc table de la loi républicaine, mais donc table de la loi laïcisée, mais donc table sacrée, texte sacré auquel on ne peut rien retrancher ni rajouter. Texte sacré, mais aussi texte laïque, parce que même si l'être suprême, comme je vous le disais, dans les représentations est représenté par ce triangle et cet œil, il est très au-dessus, et ce n'est pas lui qui est dans l'action. Et d'ailleurs, dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a une mention de l'être suprême, ce qui fait que c'est assez amusant, parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est maintenant constitutionnalisée depuis 1946, donc il existe Dieu dans notre Constitution, ce qu'on oublie souvent. Mais néanmoins, c'est un être suprême qui est simplement spectateur de ce que les hommes se donnent à eux-mêmes. Et c'est bien ça ce qui a terriblement choqué le pape, qui a immédiatement condamné cette prétention, cet orgueil de l'homme qui s'institue lui-même et qui institue le politique par lui-même et qui nie toute transcendance ou de fondement divin dans le politique. Donc, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle va être sacralisée de plusieurs manières. Donc, je vous l'ai dit, d'abord par des rites révolutionnaires, puis par sa mémoire qui va être rappelée tout au long du XIXe siècle comme étant le premier geste d'émancipation politique des Français, et qui sera offert à tous les autres peuples, et d'autant plus offert que vous savez que Napoléon a passé une bonne partie de sa vie à essayer d'émanciper les peuples européens, enfin en tout cas c'était le projet affiché, et que cette déclaration, elle a été effectivement endossée par toutes les républiques sœurs qui ont été créées à la suite des conquêtes napoléoniennes. Et c'est comme ça que ce texte a voyagé.
à voyager. Alors, pas forcément sous la forme de 1789, ça c'est le côté un peu compliqué de l'histoire française. Vous savez qu'il y a eu plusieurs régimes successifs sous la Révolution et qu'à chaque fois, chaque régime a voulu avoir sa déclaration des droits particulière. Donc vous avez une déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 qui est beaucoup plus longue que celle de 89 et une déclaration des droits de l'homme et des devoirs de l'homme et du citoyen en 1795. Mais l'histoire et la mémoire française, la mémoire des républicains, a gardé toujours le premier texte, même si, comme je le disais, paradoxe, ce texte fondait une constitution monarchique. Mais c'est devenu quand même le credo républicain. Ce qui est intéressant avec cette déclaration des droits, c'est que, pour aller plus vite, tous les régimes du XIXe siècle, qu'ils soient des régimes se réclamant de la Révolution ou au contraire des régimes qui voulaient revenir sur la Révolution, les régimes, les monarchies par exemple sous la Restauration ou le Second Empire, tous ces régimes sans exception, dans leur charte, se sont réclamés des principes de 89. Quand on dit les principes de 89, dans le langage de l'époque, il s'agit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les régimes, sans exception, même la dite Restauration de Louis XVIII et Charles X. Parce que les gouvernants se sont aperçus que ce texte, que les Français tenaient à ce texte. C'était véritablement quelque chose dans lequel ils avaient été socialisés et qu'on ne pouvait pas même faire de changements politiques sans accepter ce legs de la Révolution française. Il faut comprendre que tous les régimes français qui se sont succédés au XIXe siècle se sont positionnés par rapport à la Révolution française. Le modèle, c'est la Révolution française. Et le modèle ou le contre-modèle, bien entendu. Et il s'agit bien de finir, alors pour les progressistes, de finir la Révolution française, pour les conservateurs et ceux qui ont été horrifiés évidemment par les abus et la guerre civile qui s'en est suivie, c'est finir la Révolution française et revenir à un mode de vie normal. Mais évidemment, après un tel bouleversement, on ne revient pas à ce qui s'est passé complètement auparavant. Enfin, on ne revient jamais à ce qui s'est passé auparavant, mais là, encore moins que là. Et donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a perduré dans le cœur et dans les esprits jusque sous la Troisième République, où elle a été de nouveau magnifiée et remise sur un piédestal particulier en tant que telle. En effet, c'est en 1889, le premier centenaire de la Révolution française, et là il y a un énorme débat parmi les républicains qui sont au pouvoir depuis une quinzaine d'années maintenant. Débat, faut-il insérer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les lois constitutionnelles de 1875, donc les lois qui ont fondé la Troisième République. Et c'est assez ce paradoxe étonnant que le régime républicain qui s'est le plus référé à la Déclaration des droits, qui s'est le plus référé à la Révolution française, est le seul qui n'est pas mis, contrairement à tous les précédents, et tous les autres qui suivront, qui n'ont pas mis le texte principiel en tête du texte constitutionnel. Et il y a eu une intéressante polémique que je relate dans mon ouvrage, qui peut paraître un peu anecdotique, mais qui en dit long sur le problème qu'avaient les républicains avec l'héritage révolutionnaire. C'est au moment des premières années du XXe siècle, quand sont prises et décidées des lois de plus en plus liberticides contre les congrégations catholiques. On est en plein conflit des deux France, de la République extrêmement anticléricale. Il
il y a quelques députés catholiques à l'Assemblée nationale et ceux-ci réclament que l'on puisse insérer finalement la Déclaration des droits de l'homme en tête des lois constitutionnelles. Eh bien, les républicains, qui en ont pourtant fait l'éloge et qui ne commencent pas un discours sans se référer à la Déclaration des droits, font tout leur possible, ils sont majoritaires, donc ils vont y arriver, font tout leur possible pour empêcher cette constitutionnalisation. Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Ce texte de principe, des principes très libéraux, des principes de liberté individuelle dans beaucoup de domaines, même dans la propriété privée, aurait pu leur être opposé face à la lutte anticongréganiste, face à la lutte d'anti-liberté religieuse. Et donc, ils ne voulaient pas se donner des entraves à eux-mêmes. Et de la même façon, c'était très paradoxal pour les députés catholiques de réclamer cette constitutionnalisation, puisque le pape encore à l'époque, et depuis des décennies, refusait absolument ces principes mortifères et orgueilleux qui étaient contenus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais c'est là tout l'intérêt, finalement, de ce texte extrêmement sacralisé, c'est qu'il est quand même endossé par toutes les parties de la population, quoi qu'en pense le magistère romain. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, vraiment, là encore, de patrimonial, et de patrimonial dans un sens particulièrement sacré. Enfin, ce que je voudrais dire à propos de ce texte, c'est que, donc, comme je vous le disais, il n'a pas été constitutionnalisé. Évidemment, sous la période de Vichy, c'est peut-être le deuxième régime, justement, où on ne parle pas du tout des principes de 89, bien au contraire. Et c'est à partir donc de la constitution de la 4e République qu'on va décider. D'abord, il va être débattu dans l'Assemblée constituante de savoir si on allait faire un texte nouveau, un texte qui serait adapté au monde moderne, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, c'est pas la France qui va faire un texte nouveau, vous le savez, c'est la communauté internationale. Alors la France, dans ce sens, s'est rabattue sur son texte, tout naturellement, sur son texte patrimonial. Et donc, dans le préambule de la Constitution de 1946, vous avez le texte, enfin, l'allusion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et bien celle de 1789, pas les autres, pas celle de 1848. On a vraiment, et ce n'est pas un hasard si on choisit ce texte fondateur. Et encore une fois, imparfait, incomplet, plutôt moins complet que le texte de 1793, mais malgré tout plus sacré que les autres parce que c'est le premier. Voilà. Donc, dernière chose, enfin, à propos de la place de cette déclaration dans l'histoire politique française, eh bien, elle n'aura force de loi, enfin, je veux dire, elle n'aura vraiment de... je ne suis pas juriste, alors s'il y en a dans la salle, ils seront, je l'espère, indulgents, mais disons qu'on ne peut pas s'en servir pour pour que les libertés soient effectivement garanties, si vous voulez. Et ce n'est qu'en 1971 que la Cour constitutionnelle va se servir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour régler un certain nombre de questions ayant trait à la Constitution. Donc l'effectivité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, finalement, il a fallu attendre, si on parle de la Troisième République, il a fallu attendre le début des années 70 pour qu'elle serve vraiment à quelque chose et qu'elle soit autre chose qu'un élément patrimonial et sacré de la République française. Donc, voilà pour... alors, pourquoi la France, et ça va me permettre de faire la jonction avec la deuxième partie de mon propos, pourquoi ce que j'ai pu remarquer dans mon travail, c'est que la France, même actuelle, se réfère beaucoup plus, quand on parle de droits de l'homme, elle se réfère bien plus facilement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme. On dirait même que, et d'ailleurs ça se voit,
j'ai suivi toutes les mentions de la déclaration de 89 dans les programmes scolaires. L'école publique est véritablement le temple de ce culte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça fait partie du cursus scolaire depuis la Révolution jusqu'à nos jours. Ça n'a pas bougé. Sinon, enfin, ce qui a bougé, c'est évidemment la manière pédagogique de l'aborder, mais il n'empêche que c'est un parcours obligé de la formation citoyenne des petits Français, c'est d'apprendre l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août, et ce qui en a découlé, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc l'école a beaucoup fait, évidemment, pour maintenir ce culte, cette sorte de ce que j'appelle l'embryon de religion civile républicaine française. Cette déclaration reste donc toujours privilégiée à la fois chez les politiques et chez les Français eux-mêmes lorsqu'on parle de droits de l'homme. Et c'est pour ça que alors c'est l'éditeur qui a choisi le titre un peu provocateur de Le culte des droits de l'homme. Moi, j'aurais mis un sous-titre quand même pour atténuer un peu, parce qu'évidemment, ça va un peu loin, un peu plus loin que ce que je voudrais dire. Mais malgré tout, il y a véritablement, à mon avis, une religion civile française qui s'est créée autour de, évidemment, ce texte, mais vous avez la devise liberté, égalité, fraternité. Vous avez toutes sortes d'emblèmes. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que contrairement aux États-Unis, cette religion civile n'est pas du tout assumée par les politiques. Si on leur dit il y a une sorte de religion civile républicaine française, dont maintenant le dernier avatar, depuis une trentaine d'années maintenant, est le principe de laïcité, qui est là aussi parfois sacralisé par les politiques ou par certains militants, ils tombent des nues. Il n'y a pas pour eux de religion civile, il n'y a pas, au contraire, chez les républicains ou les progressistes, c'est toujours développé cette idée que la République, c'est la neutralité, c'est la possibilité pour tout le monde de s'exprimer à égalité, etc. Et ils ne se rendent pas bien compte que tout au long de l'histoire républicaine française, tout ce décorum, ce rituel, cette référence symbolique de l'héritage révolutionnaire a été brandi dans le droit, dans l'éducation, dans la vie politique, comme un moyen de faire un consensus social, et un consensus social qui soit tenu par une certaine grandeur, quelque chose qui remplace, une symbolique qui remplace un peu la transcendance qu'on avait abattue, du moins de manière officielle. Ça ne voulait pas dire que les Français sont tous devenus athées, bien au contraire, mais évidemment, la République a vocation à surplomber. C'est un discours qu'on entend très souvent à propos de la laïcité, par exemple. La République doit surplomber, les lois civiles sont supérieures aux lois religieuses. Il y a tout quelque chose comme ça, mais si la loi civile est elle-même aussi un peu sacralisée, on peut donc dire qu'il y a presque un hyper-religieux républicain. Alors évidemment, les formes symboliques, vous les connaissez, elles sont pas toujours très riches et parfois discutables. Pourquoi faire, par exemple, un défilé des forces armées le 14 juillet pour fêter à la fois ou la prise de la Bastille ou la fête de la Fédération? Les commémorations devant les monuments aux morts sont extrêmement rapides et dénuées de véritables rituels qui peut enthousiasmer. Il y a tout un aspect des rituels républicains qui sont un peu secs et qui, évidemment, ne suffisent pas à la plupart des personnes qui ont besoin aussi d'émotion et de communion dans quelque chose qui n'est pas seulement intellectuel ou une remémoration historique. Mais il n'empêche
il y a ce type de religion civile. Et encore une fois, je constate que ce n'est que depuis quelques années que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen semble décliner un peu dans l'imaginaire et dans le patrimoine national pour être remplacée par cette nouvelle valeur, que moi je considère que n'est pas une valeur, mais qui est considérée par certains comme une valeur, qui est la valeur de laïcité, qui serait donc la valeur ultime que devraient partager tous les Français. Alors, pour donc maintenant aborder la déclinaison, et c'est presque un autre sujet, mais la sacralisation aussi, qui est aussi visible, hein, mais évidemment de manière plus complexe, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était évidemment plus difficile à comprendre, mais je voudrais essayer un petit peu de l'exposer devant vous. Cette intuition m'est venue évidemment à la suite de mes travaux historiques sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je me suis dit pourquoi une déclaration, même beaucoup plus récente, ne serait pas susceptible de subir, sans être péjoratif, le même sort. Est-ce que le fait que ce soit une déclaration solennelle et surtout qui s'intitule elle-même universelle tient en germe d'elle-même, si vous voulez, en tout cas une petite flamme de sacralité qui peut être appelée à se développer. Et mon attention a été attirée par un livre d'un professeur de Harvard qui s'appelle Samuel Moyn et qui a publié il y a quelques années un livre qui s'appelle « Les droits de l'homme, la fin d'une utopie ». Et dans ce livre, qui tient, à mon avis, plus du pamphlet que véritablement du travail très précis, il a une thèse à défendre, vous l'avez bien compris, et pour lui, la thèse à défendre, c'est que les droits de l'homme sont une idéologie comme les autres, c'est-à-dire que leur acmé correspond à la fin des grandes idéologies en isme, c'est-à-dire les fascismes, ensuite le communisme, qu'elle a donc occupé un vide et qu'elle est devenue, c'est une idéologie qui est devenue hégémonique, mais selon la thèse toujours donc de ce penseur américain, comme toutes les idéologies, elle a un début et elle peut avoir une fin. Et donc c'est avec cette interpellation finalement, puisque l'historienne que je suis normalement travaille sur des sociétés passées, alors s'autorise un regard rétrospectif et surplombant, enfin bon, plus ou moins exact, mais enfin au moins l'histoire elle est finie. Donc bon, mais sauf que là on est en plein dedans, on est dans la civilisation des droits de l'homme, hein, et de la force de l'idéologie des droits de l'homme. Sauf que, de la même façon que M. Moyn dit que cette utopie peut finir, et il argumente son propos en disant que l'acmé de l'idéologie des droits de l'homme, ça a été la fin des années 70 avec le prix Nobel de la paix qui a été donné à Amnesty International en 1977, et que après cette période, on est dans une période de déclin de cette idéologie, et qu'elle peut évidemment reprendre des forces, mais elle peut aussi être mortellement contestée. Alors, pour essayer de comprendre cette pensée qui, évidemment, ne fait pas plaisir à tous les libéraux que nous sommes, il faut quand même se rappeler comment ça s'est passé. Donc 1948, cette déclaration universelle des droits de l'homme est quasiment universelle, puisque l'ensemble des pays du monde, évidemment sans compter les régions colonisées par les grands pays européens, mais l'ensemble des pays du monde, à part quelques-uns, je vous en cite 3 au hasard, l'Union soviétique, l'Arabie saoudite
et l'Afrique du Sud, pour des raisons évidentes, l'ensemble des pays du monde vont signer sans poser trop de questions et sans lambiner cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pour les promoteurs, pour ceux qui l'ont écrit, eh bien, c'est vraiment une victoire mondiale, une victoire exceptionnelle. Mais cette petite fenêtre, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de ces atrocités, du plus jamais ça. Hein, et puis c'est l'Amérique qui donne l'agenda aussi. Alors nous, en France, se glorifie beaucoup de l'apport de René Cassin à la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais je crois qu'il faut se rappeler que c'est un travail collectif avec des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents et il y avait un Chinois, un Libanais, un Canadien, un Français, bien sûr, et une Américaine, la femme, la veuve du président Roosevelt, qui pilote la commission d'écriture. Donc c'est une commission internationale avec des équipes de rédaction internationale qui aboutit à ce consensus et à cette véritable victoire, évidemment, la signature presque unanime de tous les pays du monde d'une déclaration des droits qui est une déclaration beaucoup plus complète que ne l'ont jamais été toutes les déclarations précédentes et certainement beaucoup plus complète que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour le dire très vite, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est une déclaration de droits civils et politiques, mais ne parle absolument pas de droits économiques et sociaux, et encore moins de droits des groupes. Donc c'est une déclaration qui est très datée et qui en plus ne s'appliquait, je vous le rappelle, qu'aux hommes. Hein, la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas la Déclaration des droits de l'humanité, hein, c'est bien la Déclaration des droits de l'homme. Donc, et c'était pas la déclaration des esclaves, et c'était pas la déclaration des droits des enfants, ni des peuples qui n'étaient pas européens. Hein. Donc il y avait quand même des fortes limites à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'on s'est d'ailleurs bien gardé à l'école publique de mettre en scène. Mais donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle semble balayer l'ensemble des droits civils et politiques, économiques et sociaux, culturels de la personne humaine. Hein. Comme les déclarations des droits du XVIIIe siècle, françaises, pas américaines, puisque américaine, Dieu est là, mais dans les déclarations des droits de l'homme françaises, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de fondement divin. La Déclaration universelle des droits de l'homme, comme ces déclarations, est une déclaration strictement laïque. Vous n'avez pas mention de Dieu, ni de fondement divin, ni de transcendance dans le texte de la DUDH de 1948. Et ça pour une raison peut-être conjoncturelle, parce que les rédacteurs, le comité de rédaction, auraient bien voulu. Il y avait René Cassin, qui était un juif universaliste français, très républicain, etc., qui lui, n'avait pas besoin de citation, de transcendance dans son texte. Il pensait qu'elle tenait bon toute seule. Mais parmi les autres membres de la rédaction, il y avait des gens beaucoup plus croyants qui tenaient beaucoup plus à au moins une mention de la divinité et d'une transcendance. Mais évidemment, l'écueil était qu'il fallait nommer et trouver cette divinité. Et comme certains de mes collègues le savent, l'idée d'un Dieu transcendant n'est pas universelle. Tout simplement, on sait qu'il y a des monothéismes et des polythéismes, mais même dans des religions asiatiques, il n'y a même pas de véritable verticalité entre Dieu et les hommes. Donc c'était extrêmement difficile. Il y a eu une consultation qui a été faite, qui a été envoyée dans la plupart des pays du monde, mais le retour était évidemment cacophonique et extrêmement décevant, et donc on a tout de suite renoncé, tactiquement, enfin, de manière presque d'impuissance, à mettre une mention de Dieu. J'ai encore quelques à vous dire, parce que je n'ai pas tout à fait fini. C'est bon, d'accord. Donc, je voulais bien insister là-dessus, mais vous l'aurez compris, ce texte est universaliste, mais c'est un universalisme laïque, c'est-à-dire qui se passe de Dieu. Ce sont les hommes eux-mêmes qui se donnent des droits, les peuples qui se donnent des droits, qui se reconnaissent
des droits et des droits individuels et des droits collectifs. Deuxième différence avec les déclarations des droits de l'homme et du XVIIIe siècle, c'est que les déclarations des droits du XVIIIe siècle, elles donnaient tout pouvoir à l'État pour défendre les droits des individus. Or, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est ce qui fait sa force, elle veut passer par-dessus les États. Elle est supérieure aux États. C'est-à-dire que les droits de l'homme doivent s'imposer aux États. Donc ça veut dire que les États acceptent d'avoir un peu moins de souveraineté. Et ça, c'est difficile, évidemment, à accepter. Alors, dans un grand mouvement d'enthousiasme collectif, en 1948, on l'accepte. Mais après, quand il va falloir mettre en œuvre ces droits de l'homme par les pactes des droits civils et politiques ou des droits économiques et sociaux, il va falloir attendre 1966 pour que les États finissent par les signer et 1976 pour qu'ils puissent s'appliquer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la déclaration de 1948, elle ne devient véritablement applicable et on vérifie son application avec des outils contraignants qu'à partir de 1976. Donc vous voyez, il y a de loin de la sacralisation, comme pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la sacralisation immédiate ne la rend pas plus efficace. Au contraire, il faut des outils juridiques pour qu'elle soit véritablement appliquée. Sinon, ça en reste au niveau des bonnes intentions et du patrimoine. Enfin, la Déclaration universelle des droits de l'homme a ceci qu'elle a généré, je viens de le dire, des textes juridiques qui sont des textes d'application, ce qui n'a pas été le cas du tout de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, 1948, magnifique texte, accepté par tout le monde. On se dit, voilà, c'est la fin de l'histoire. Et ça rappelle peut-être un livre qui est sorti et qui a fait grand bruit dans les années 90, qui s'appelle La fin de l'histoire, et qui est écrit par un chercheur américain qui s'appelle Francis Fukuyama, et qui, lui, pense, dans la fin des années 80, qu'on est arrivé, que c'est la société libérale et démocratique qui va gagner dans le monde entier, qu'il n'y aura plus, ou presque plus de conflits, parce que, et plus d'histoire, puisqu'il n'y aura plus de mise en échec de cette révolution tranquille, finalement, des droits de l'homme. Et puis, quelques mois plus, ça occasionne une polémique presque immédiatement avec un autre penseur américain dont vous avez certainement entendu parler aussi, qui s'appelle Samuel Huntington, et qui, à quelques mois après, va sortir, au contraire, un livre qui va lui aussi faire grand bruit et qui s'appelle Le choc des civilisations. Donc, on se trouve là, à l'écriture de ces deux livres, c'est la fin des années 80. Et la fin des années 80, c'est évidemment un tournant géopolitique absolument majeur. Rappelez-vous, c'est la chute du mur de Berlin, pour ce qui nous est le plus proche, mais c'est aussi la place Tiananmen. Et c'est, par un hasard étonnant, le bicentenaire de la Révolution française. Et vous vous souvenez, d'ailleurs, petite anecdote, ce bicentenaire s'appelle bicentenaire de la Révolution française et des droits de l'homme. Si preuve y était qu'il fallait encore sacraliser les droits de l'homme. Et d'ailleurs, c'était une manière très tactique à l'époque, parce que la Révolution française était encore un objet, il l'est toujours de nos jours, mais là, il était encore très crucialement un objet de débat historiographique très aigu, avec des deux lectures de la Révolution française traditionnelle, la lecture progressiste et engagée, et la lecture dite réactionnaire, qui insistait plutôt sur l'échec et sur la mauvaiseté. Je ne trouve plus mon mot. Enfin bref, donc le fait que la Révolution française n'était pas un événement positif. Voilà. Eh bien, on a appelé ça, pour déminer ce bicentenaire et pour le rendre le plus consensuel possible, et évidemment, c'est la Révolution française et les droits de l'homme, comme les droits de l'homme étant chargés finalement d'humaniser, ou d'humaniser ou de diviser, mais de sacraliser un événement traumatique. Et de neutraliser un événement traumatique. Voilà. Alors, donc ça, je ferme la parenthèse parce que j'aurais dû le dire en première partie, mais voilà. Donc, j'en reviens à mes droits de l'homme
plus contemporain, universaliste, qui tente à devoir être appliqué en tout temps et en tout lieu, pour lequel il y a des combattants, des militants, mais des juristes ou des gouvernements, des structures multilatérales, tout un appareil qui se construit de plus en plus compliqué, avec même des structures régionales, presque en même temps que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales. Vous voyez, mais il y a une Cour interaméricaine des droits de l'homme qui se constitue, une Cour africaine des droits de l'homme. Voilà, toutes sortes d'outils, d'organismes, et tout un édifice à la fois politique et bureaucratique qui se crée sur une idéologie, en tout cas une pensée humaniste et des droits civils et des droits humains. Donc, premier choc, dont je vous disais, 1989. Tout à coup, ça n'est plus si évident. L'avenir radieux des droits de l'homme, l'espèce de politique un peu téléologique, tout va aller de mieux en mieux parce que nous allons de mieux en mieux appliquer les droits de l'homme, avec la France et les États-Unis qui se disputent le terme patrie des droits de l'homme, tant en interne qu'à l'externe. Bon, voilà, ça c'est bloqué, on s'aperçoit que ça se passe pas bien. Alors, on avait un petit peu oublié que les droits de l'homme avaient déjà été largement étouffés dans les luttes de décolonisation. D'abord dans la colonisation elle-même, parce que c'est les pays qui ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y avait quand même l'Angleterre et la France, donc qui avaient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ils avaient un peu fermé les yeux quand ils ont signé. Et puis, dans les luttes de décolonisation, vous savez le rôle aussi de l'idéologie marxiste, etc., qui sont plutôt dans le déni d'un certain type de droits de l'homme. C'est-à-dire que eux, ils mettent en phase plutôt les droits économiques et sociaux et considèrent que les droits civils et politiques viendront en second quand la prospérité économique des masses ouvrières sera résolue. Donc, il y a cet épisode de décolonisation donc, qui ne se fait pas au nom des droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme passent un peu comme une superstructure qui est très au-dessus de la lutte politique et qui, là aussi, acquiert encore quelque chose d'un peu sacré, mais quelque chose de sacré qui serait vraiment extrêmement lointain et dont les effets seraient... c'est presque de type messianique, c'est-à-dire les effets seraient peut-être vécus par nos arrière-petits-enfants quand toutes les luttes prolétariennes auraient cessé dans le monde. Vous voyez. Donc, les droits de l'homme montent, mais ne s'appliquent plus. Et puis, donc, il y a cette charnière de la fin des années 80 qui avait été aussi un petit peu annoncée par un autre tremblement de terre qui va avoir des effets jusqu'à aujourd'hui, qui est la révolution iranienne de la fin des années 70, et donc de ce fameux retour du religieux. On croyait qu'on serait enfin débarrassé de ces forces obscurantistes, et elles résistent. Elles sont là, et elles font même une révolution dans un pays, gagnent cette révolution, et dure. Hein. Donc... on a là aussi, face aux droits de l'homme, tout à coup aussi une émergence de propositions religieuses qui sont un peu réticentes à ces droits de l'homme qu'elles considèrent comme étant d'origine européenne, d'origine occidentale et donc d'origine fatalement un peu chrétienne. Et donc moins universelle qu'il n'y paraît. Donc les contestations, elles, se font entendre de manière périodique et elles mettent évidemment en danger l'universalisme des droits de l'homme, parce que si certains pays s'autorisent par des arguments culturalistes ou religieux, etc., pour contester l'universalité des droits de l'homme, de ne pas l'appliquer dans leur pays, évidemment, si le consensus n'existe pas, l'édifice finira par s'effondrer. Hein. Ce qu'on ne pouvait pas imaginer, par exemple, c'est que les États-Unis puissent un jour contester aussi cet universalisme. Alors pour l'instant, ils ne le contestent pas ouvertement, mais ils le minent terriblement. Ils le minent de deux façons.
par leur action extérieure, mais ça, c'est pas nouveau, hein. Je pense que le deuxième choc qui a affecté l'idéologie des droits de l'homme, c'est l'invasion de la guerre en Irak, des Américains en Irak, qui, au nom des droits de l'homme et de la démocratie, sont allés mettre, je ne sais pas comment le qualifier, mais déstructurer un pays qui souffrait déjà beaucoup et surtout ne pas mettre en pratique et ça a été à l'ère de l'information instantanée, les photos de la prison d'Abu Ghraib, les tirs sur des civils qui sont filmés par les soldats eux-mêmes, toutes sortes d'exactions, hein, qui ne sont pas que des exactions de guerre, qui ont aussi frappé parce que elles montraient la négation absolue du discours, hein, entre le discours et les faits. Et évidemment Guantanamo, qui a été là, qui en plus met en jeu des vies de gens qui restent dans des conditions terribles, sans jugement et sans aucune possibilité de faire valoir leurs droits, qui est Guantanamo, était l'exact opposé de l'application des droits de l'homme. Et donc, cette politique américaine, elle a aussi généré un certain nombre de critiques que je voudrais maintenant vous détailler avant de conclure. Et ces critiques, elles sont dangereuses pour l'universalisme des droits de l'homme. Elles sont très dangereuses. Alors, il y en a de plusieurs types. Il y a d'abord une critique, évidemment, des peuples émancipés qui, en cours d'émancipation, quand je veux dire émancipation, qui s'autonomisent et qui décident que ce n'est pas l'Europe et les États-Unis qui décident de leur sort toujours, qui contestent des textes qui leur paraissent par trop occidentalo-centrés. Et c'est tout, j'en parlerai pas très longtemps, mais je voudrais quand même vous l'évoquer, tout l'épisode dans les années 80 des valeurs asiatiques portées par la Chine ou le Vietnam et qui considèrent que les droits de l'homme ne peuvent pas s'appliquer dans leur société en raison de traditions multiséculaires et que pour eux c'est le groupe qui est important et pas l'individu, et le développement personnel et économique plutôt que la contestation politique, etc. Bon, ça, il y a eu cette contestation-là, mais visiblement, elle s'est un peu dégonflée, on n'en entend plus vraiment parler. La véritable contestation, ça a été la contestation islamique, hein, avec de la part de différents organismes d'État se réclamant de l'islam, à savoir la Ligue des États arabes d'une part, et l'organisation de la coopération islamique, qui s'appelle maintenant l'organisation de la conférence islamique, qui regroupe une soixantaine d'États qui se déclarant musulmans, qui ont voulu, de manière, c'est intéressant, de manière non pas régionale, comme la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour interafricaine des droits de l'homme, etc., mais de manière basée sur la religion, proposer leur propre déclaration des droits de l'homme. Alors ils appellent ça la déclaration des droits de l'homme en islam. Et il y en a eu plusieurs moutures qui sont extrêmement différentes. Alors ce qui est assez amusant, si vous voulez, c'est que le titre même reprend le vocabulaire des droits de l'homme, mais à l'intérieur, à l'intérieur vous avez quand même des subdivisions en articles, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous avons l'habitude d'entendre par droits de l'homme, hein. Et il y a quand même des déclarations de très bonnes intentions. Il y a des articles qui reprennent certains articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais évidemment, dès qu'on creuse un peu, et en particulier sur un sujet qui me tient à cœur, qui est la liberté de religion et de conviction, ça n'a rien à voir ni avec l'article 18 de la DUDH, ni avec l'article 18 des pactes de droits civils et politiques, ni bien entendu avec l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté de religion et de conviction, qui est là vraiment le nœud nodal qui fait que
il est difficile pour les porteurs de ces déclarations des droits de l'homme en islam d'accepter tout, finalement, ce qui est compris dans les textes internationaux. Donc je vous ai dit, contestation religieuse, contestation culturelle, de pays, de civilisations qui se considèrent complètement différentes de la civilisation occidentale, contestation par les opposants aux Américains dans leur politique au Proche et au Moyen-Orient, et contestation à l'intérieur même. Et cette contestation dont je vous parle, elle est aussi le fait d'un certain nombre d'intellectuels américains. Hein, et à l'intérieur même de ces intellectuels américains, vous allez avoir une construction d'une critique, alors on appelle ça les études postcoloniales, voilà, une critique hyper critique de même des attendus les plus libéraux, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, au nom d'une supposée supériorité orgueilleuse de l'Occident vis-à-vis des opprimés, etc., etc. Donc il y a toute une construction critique qui a lieu dans quelques grandes universités américaines qui mobilisent des intellectuels américains de première qualité, hein, et qui, évidemment, n'est pas isolé. C'est en même temps que les théories féministes, post-féministes, enfin bon, tout ce grand chambardement critique que moi je date assez volontiers, enfin, dans le début et l'essor date assez volontiers de ces années, de la fin des années 90 et de ces années 2000 finalement, où on rebat les cartes, où les champions des droits de l'homme s'avèrent moins blancs qu'il n'y paraît, et où ça bouleverse évidemment toute la conception universaliste qui paraissait évidente des droits de l'homme. Alors, je vais évidemment maintenant terminer et laisser le place à la discussion pour simplement poser cette question que je vous pose aussi et qui me tourmente, moi, depuis la lecture de ce livre de Samuel Moyn. Est-ce que les droits de l'homme sont une idéologie comme les autres, ou bien est-ce que ce qui voudrait dire que c'est une idéologie politique et qu'elle peut être remplacée, qu'elle peut être renforcée, qu'elle peut agir, etc. Ou bien est-ce que c'est une sorte de philosophie sacralisée et tellement sacrée qu'elle serait intangible, mais avec tous les défauts que cette sacralité pourrait engendrer. Donc voilà, c'est un peu une question de type philosophique que je vous pose à la fin de cet exposé que j'ai voulu, dont j'ai voulu balayer très rapidement, malheureusement, et de manière peut-être trop schématique sur la fin, tous les termes du débat, mais se poser la question de savoir en quoi avons-nous besoin de sacré en politique, et si c'est le cas, comment pouvons-nous le maintenir dans un monde qui est, alors c'est une banalité de le dire, mais où les sociologues parlent de polythéisme des valeurs, mais c'est ça, c'est-à-dire il y a une pluralisation incroyable, des échanges, toutes les religions, tous les mouvements convictionnels se retrouvent sur tous les continents, il n'y a plus aucune spécialisation. Dans une même société, vous avez une pluralisation des valeurs extraordinaires. Qu'est-ce que peuvent faire encore les politiques, si ce n'est s'accrocher à un modèle qu'ils ont tendance à sacraliser pour le rendre plus solide, d'une certaine manière? Et est-ce qu'on peut, se passer de sacré en politique pour continuer à vivre ensemble dans un même espace? Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu provoquant, mais je pense que voilà, c'est une réflexion qui me vient à la suite de toutes ces recherches et qui évidemment n'a pas de réponse
immédiate. Je vous remercie.